Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Al24 News, l'essentiel de l'actualité de ce 13h. Double attentat en Ouganda, 3 morts et 33 blessés, l'État islamique revendique, l'ONU condamne. Au Liban, le Premier ministre Najib Mikati exhorte son gouvernement à une reprise complète du travail gouvernemental. Trêve annoncée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la tension retombe d'un cran entre les deux pays. Covid-19 aux États-Unis, Pfizer demande l'autorisation de la commercialisation d'un traitement oral. Mais avant d'entamer l'actualité internationale, en Algérie, l'Assemblée populaire nationale, APN, a repris aujourd'hui ses travaux en séance plénière consacrée au vol du projet de loi de finances PLF 2022. Nous y reviendrons avec plus de détails dans l'édition de 19h. Un double attentat suicide a fait au moins 3 morts et 33 blessés mardi dans le centre de Kampala, la capitale de l'Ouganda, déjà théâtre récemment de 2 attaques à la bombe. Ce double attentat suicide a été revendiqué par le groupe État islamique. Naila Hamoud. Au moins 3 personnes ont été tuées et 33 blessées mardi lors d'un double attentat suicide dans le centre de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Selon la Croix-Rouge ougandaise, plus de la moitié d'entre eux seraient des policiers. Les 2 attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique et selon la police, elles ont été menées par un groupe local lié aux forces démocratiques alliées. Sur ces images de caméras de sécurité, on peut voir la première explosion près du quartier général de la police. Quelques minutes plus tard, une autre détonation a eu lieu près du Parlement. Selon le porte-parole de la police, ces attaques auraient été menées par 2 hommes déguisés en mototaxi. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné ces attaques. Selon un communiqué publié par le porte-parole de l'ONU, Guterres a souhaité que toutes les personnes impliquées dans ces attaques soient rapidement traduites devant la justice. Dans un communiqué, le chef de l'État a appelé la population à rester vigilante et à contrôler les personnes au point d'entrée des lieux publics. C'est la 2e attaque meurtrière en Ouganda revendiquée par l'État islamique en quelques semaines. Après un attentat à la bombe mené le 23 octobre dans un restaurant de Kampala qui avait tué une serveuse et fait plusieurs blessés. L'attaque menée par les ADF a été revendiquée par l'État islamique. En Égypte, une invasion de scorpions a fait 4 morts et plus de 500 personnes qui ont été touchées, qui ont été piquées, une invasion qui serait due aux fortes pluies qui s'abattent sur la région, causant des inondations. En 55 minutes, dans la nuit de vendredi à samedi, 8 millions de mètres cubes d'eau se sont abattus sur la province d'Aswan, à 650 km au sud du Caire, a détaillé le gouverneur Ashraf Atiya à la télévision. Les 4 personnes mortes étaient encerclées par des scorpions et des serpents, a indiqué le ministère égyptien de la Santé. Au Ghana, la fièvre jaune a fait 22 morts selon un communiqué publié mardi par le directeur de la santé. Au Ghana, la fièvre jaune a fait 22 morts selon un communiqué publié mardi par le directeur de la santé publique des services de santé au Ghana, Franklin Azi du Bokoé. Le communiqué a fait savoir que l'épidémie de fièvre jaune continue d'augmenter dans les régions des savanes dans le pays, notant qu'au cours du mois dernier, plus de 400 infections ont été enregistrées, dont 22 enfants sont décédés. Le Ghana est confronté à cette épidémie depuis le 12 septembre, date à laquelle elle a commencé à se propager dans le pays.
Au Liban, le Premier ministre libanais Najib Mikati exhorte son gouvernement à coopérer pour une reprise complète du travail gouvernemental. Déclaration faite lors d'une réunion élargie tenue au Grand Sérail dans le centre de Beyrouth pour discuter de l'achèvement du plan de réforme, d'avancement et de reconstruction lancé par la Banque mondiale, les Nations unies et l'Union européenne après l'explosion du port de Beyrouth, selon un communiqué de son bureau médiatique. La tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a baissé d'un cran suite à une médiation russe. La trêve annoncée par la partie arménienne survient après des affrontements avec l'Azerbaïdjan autour de la région du Haut-Karabakh qui a connu les tensions les plus violentes entre Erevan et Bakou depuis la fin du conflit au mois de novembre 2020. Les détails avec Amin Tota. Une trêve à l'initiative russe, c'est ce qu'a annoncé l'Arménie après la reprise des hostilités entre Erevan et Bakou dans la région du Haut-Karabakh. L'accord de trêve parrainé par Moscou est entré en vigueur depuis mardi soir 16 novembre. Pour revenir au dernier développement, l'Arménie a indiqué qu'un soldat de son armée a été assassiné et plusieurs blessés dans les affrontements avec l'Azerbaïdjan, dans l'une des tensions les plus violentes depuis la fin du dernier conflit au mois de novembre 2020, qui a connu un retrait arménien de plusieurs régions du territoire disputé au profit de Bakou. Ces dernières hostilités ont fait craindre le retour de la violence entre les deux ex-républiques soviétiques sur cette région du Caucase. Une préoccupation vivement exprimée par la communauté internationale à l'image de Washington et Paris. Peuplée par une majorité de ressortissants arméniens et revendiquée à la fois par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, cette province montagneuse de 4400 mètres carrés du Haut-Karabakh a fait l'objet de deux grandes guerres depuis la chute de l'URSS. Un premier conflit s'est déclenché dans les années 90 et qui a causé plus de 30 000 morts et des milliers de déplacés. Une deuxième guerre a eu lieu au mois de novembre 2020 qui s'est achevée après la médiation de la Russie. Et depuis cette date, les escarmouches et les vives tensions continuent à régner sur cette région caucasienne, historiquement disputée. La Russie, lors d'un test de ses missiles anti-satellites, a volontairement détruit un de ses satellites, une opération qui est déplaît à Washington, qui dénonce un acte dangereux et irresponsable. Selon les experts, les débris engendrés par la destruction du satellite russe menacent la Station spatiale internationale ISS et constituera un danger permanent pour les années à venir, ont déclaré donc des responsables américains de la NASA. De son côté, la Russie a jugé d'hypocrites les déclarations de Washington. Les États-Unis savent pertinemment que ces fragments ne représenteront aucune menace, a déclaré Moscou dans un communiqué. Le Conseil de l'Europe a appelé à une désescalade de la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et a autorisé les organisations humanitaires et les médias à y avoir un plein accès. 4000 migrants sont toujours bloqués dans cette sorte de no man's land. L'Irak a annoncé un vol de rapatriement demain, jeudi, pour au moins 200 de ses ressortissants. Mais le nombre de migrants qui se sont souvent endettés pour payer le voyage se disent déterminés à rester malgré l'accès limité à des vivres, malgré le froid et malgré le dernier épisode violent. À peine achevé, le pipeline russe d'approvisionnement vers l'Europe est suspendu pour des formalités juridiques en Allemagne. L'agence allemande des réseaux a annoncé mardi qu'elle suspendait sa procédure de certification, une certification qui doit être organisée sous une forme juridique de droit allemand. Selon l'agence des réseaux, son feu vert indispensable est l'une des ultimes étapes avant la mise en service de ce nouveau pipeline qui doit acheminer annuellement 55 milliards de mètres cubes de gaz russe vers l'Europe. Le gazoduc suscite de vifs débats au sein de l'Union européenne depuis le durcissement des relations avec Moscou. Pfizer a demandé mardi l'autorisation en urgence aux États-Unis de la commercialisation de sa pilule anti-Covid-19, un traitement très attendu pouvant être administré à domicile dès l'apparition des premiers symptômes d'infection. Commentaire Iman Merhat. Alors que nous arrivons au terme de la deuxième année de lutte contre la pandémie de Covid-19, l'Europe fait face ces dernières semaines à une recrudescence fulgurante de contamination et de décès.
Dans ce contexte, le laboratoire Pfizer, qui commercialise déjà un vaccin qui a prouvé son efficacité, pourrait bientôt mettre sur le marché un tout nouveau médicament administré par voie orale, actif contre la Covid-19 au nom de Paxlovid. Selon un communiqué du laboratoire Pfizer, il s'agirait d'un médicament spécialement conçu pour être administré par voie orale afin qu'il puisse être prescrit aux patients dès les premiers signes d'infection ou à la première prise de conscience d'une éventuelle exposition au virus, aidant potentiellement les contaminés à éviter une forme grave de la maladie qui peut entraîner à l'hospitalisation et au décès. Rajoutant que la Paxlovid pourrait être administrée en association avec un médicament utilisé contre le virus du sida, le ritonavir. Cette co-administration Paxlovid-ritonavir va contribuer à ralentir le métabolisme. Pfizer détiendrait-il une pilule miracle entre reconfinement et annulation des multiples événements, une fin d'année qui s'annonce difficile pour plusieurs pays qui s'apprêtent à braver une nouvelle vague de Covid-19. L'Europe qui est redevenue l'épicentre de la pandémie de Covid-19 un an après le séisme épidémique de l'automne 2020. Entre le 1er et le 7 novembre, la zone européenne a regroupé plus de 60% des nouvelles infections de Covid-19 diagnostiquées dans le monde et 55% de tous les décès liés à la pandémie, relève l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre de nouveaux cas en Europe a progressé de 7%, tandis que les décès ont augmenté de 10%, souligne l'institution onusienne. Au Chili, les élections présidentielles au cœur de l'actualité du pays. L'extrême droite et la gauche sont donnés favoris, ce qui rend les prévisions politiques assez difficiles. Plus de précisions avec Safwan Ben Sabri. C'est l'élection présidentielle la plus importante depuis près de 30 ans. 15 millions de personnes sont appelées aux urnes ce dimanche 21 novembre pour renouveler le Congrès et choisir qui succédera à Sebastián Piñera à la tête du pays. Ce sont les premières élections générales depuis le mouvement social historique contre les inégalités il y a 2 ans. Le Chili est aussi en pleine rédaction d'une nouvelle constitution et la campagne présidentielle s'est polarisée ces dernières semaines. Le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast, est monté en puissance dans les sondages d'opinion et il apparaît ainsi dans les médias chiliens comme l'un des 2 favoris de cette élection. Ancien parlementaire, il défend un modèle économique néolibéral hérité de la dictature. Pour lui, le régime du général Pinochet n'était pas une dictature. De l'autre côté, Gabriel Boric, ancien leader étudiant de gauche, qui est aussi l'un des favoris du scrutin, il arrive en tête des sondages d'opinion. Ce 15 novembre a eu lieu le dernier débat présidentiel télévisé entre les candidats et ce mardi, le Sénat a tranché sur la question de la destitution ou non du président sortant Sebastián Piñera. Ce dernier ne sera finalement pas destitué suite à l'affaire des Pandora Papers. Il faudra attendre dimanche pour connaître le nom du nouveau chef d'État chilien et quel avenir il réservera au pays. En Inde, le gouvernement de la ville de New Delhi a annoncé sa décision de fermer ses écoles jusqu'à nouvel ordre et a invité ses habitants à travailler depuis chez eux pour faire face au niveau dangereux de la pollution de l'air. La qualité de l'air se détériore gravement chaque hiver dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants, l'une des plus polluées au monde, qui se retrouve alors enveloppée par un épais de brouillard de pollution. Sport football, à l'issue de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, le Cameroun ont rejoint le Mali, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et le RDC Congo dans la liste des 10 équipes qui disputeront les barrages. Hier, l'Algérie a concédé un match nul face au Burkina Faso, 2 buts partout. Salah Faisal. C'est avec beaucoup de joie que l'équipe nationale retrouve le stade Mustapha Tchakar de Blida rempli des fidèles. Le 11 national n'avait qu'un seul objectif, et de se qualifier au match barrage et de remporter la victoire face au Burkina Faso. Malgré qu'un match nul suffira les 11 de Belmadi, la mission semblait facile au début de la rencontre. Le sélectionneur national joue l'attaque en misant sur une tactique de 4-4-2, 2 attaquants en pointe. Il s'agit de Barded et Islam. L'Algérie a raté quelques occasions avant l'ouverture du score à la 21 minutes de jeu. Un grand travail de Youssouf Blaili, Riyad Mahrez transforme la passe à un but. L'Algérie mène au score. Les étalons se révoltent face au vert. Grâce au brillant Gustavo, les Burkinabés se montrent dangereux en attaque. Heureusement, Raïs était vigilant.
À la 37e minute de jeu, Zakaria Songo égalise pour les Burkinabés. Le score à la mi-temps, 1 but partout. En deuxième mi-temps, Sofiane Firouli rentre à la place de Bardad Bounjah. On revient sur le dispositif habituel de Jamal Belmadi. On joue la 60e minute de jeu. Benassa récupère le ballon, décale sur Bilaili. L'enfant d'El Bahia délivre sa deuxième passe décisive de la soirée à Sofiane Firouli, qui inscrit le but de la qualification et ne pas de la victoire. Vu que les Burkinabés ont réussi à revenir en score à la 83e minute de jeu grâce à un pénalty transformé par Dayou. Beaucoup de suspense à la fin de cette rencontre difficile pour les Verts face aux étalons. Le sifflet final de l'arbitre sud-africain Gomez Victor envoie l'Algérie au match barrage à la tête du groupe A avec 14 points et la meilleure attaque des éliminatoires avec 25 buts. Belmadi nous parle du match. Il n'est jamais évident, en tous les cas c'est pas dans notre philosophie de démarrer des matchs en voulant tenir un résultat ou comme on a rencontré beaucoup d'équipes comme ça. C'est pas dans nos principes, c'est pas dans notre philosophie, c'est pas dans notre manière de fonctionner, de voir le football. Donc un match toujours avec une situation un peu délicate, psychologiquement notamment. Il y a un peu la peur d'encaisser un but, il y a un peu de panique. Voilà, difficile d'aborder ces matchs. Ouais, tout d'abord, c'était un match très serré contre le Burkina Faso, face à une bonne équipe. Donc voilà, l'état du terrain n'était pas nickel, mais bon, je pense que dans l'ensemble, on a fait un match correct. Et voilà, on va retenir la qualification. Culture, grande première nationale dans le secteur privé et public. 2 musées, le Bardo et Itinéraire Algérie-Afrique, mettent à l'honneur les plus grandes civilisations africaines précoloniales, des collections muséales qui racontent l'autre richesse du continent africain, sa culture et son histoire. Reportage signé Tinhin Al-Makassi. Les vitrines de ces 2 musées sont de véritables cavernes d'Ali Baba, qui font voyager le visiteur au temps des empires et des civilisations anciennes. Ce qui est important, c'est qu'on partage beaucoup de choses entre les pays africains. D'ailleurs, on peut diverger sur le plan politique, sur le plan de certaines positions. De l'empire du Bénin au Songhai, des Bantous au Hausa, des Tergis au Peul, en passant par les Malgaches, ou encore, plus loin dans le temps, les Sao et les Nok. L'histoire de ces peuples et leur génie artistique se raconte aussi comme un héritage commun partagé entre toute la population africaine. Je dois dire que c'est la première fois que je me rends dans un musée. C'est incroyable de découvrir le patrimoine dans notre continent. C'est vraiment un nouvel univers. Pour moi, ce patrimoine est un trésor. Que ce soit dans le secteur public ou privé. En effet, c'est la première fois que les arts et civilisations africaines sont mis à l'honneur à travers des collections muséales. Il faut le dire, ces 2 musées uniques en leur genre réconcilient les Algériens avec leur africanité et laissent déjà rêver d'une Afrique riche de ses... On va s'intéresser au tourisme spatial. Bonne nouvelle pour les amateurs de ce type de tourisme, des prix beaucoup plus abordables pour les voyageurs, pour les voyages dans l'espace. Des montgolfières pourraient dès 2024 transporter des touristes dans les cieux. Les détails avec Safwan Bensabri. Une nouvelle facette de la conquête spatiale des montgolfières géantes pourrait bientôt emmener des touristes dans l'espace. Cet été, pour la première fois, des touristes ont été envoyés dans l'espace par des sociétés privées. Blue Origin de Jeff Bezos ou encore SpaceX d'Elon Musk. Les prix de ces fameux billets pour l'espace restent cependant relativement chers pour le commun des mortels. Il faut compter 43 millions d'euros pour voyager avec SpaceX. Face à cela, de nouvelles startups proposent des voyages vers les cieux à des prix plus abordables. C'est le cas de Worldview qui souhaite lancer une offre de tourisme spatial d'ici 2024 en proposant d'admirer la Terre pour la modique somme de 50 000 $ dans une montgolfière aussi stratosphérique que le prix du billet. L'entreprise Worldview souhaite ouvrir cette possibilité au plus grand nombre grâce à un ballon qui s'élèvera à 30 km de hauteur. Une altitude à laquelle on peut observer la courbe de la Terre, un luxe que tout le monde ne pourra pas s'offrir.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al24 News.